On va maintenant continuer à aborder un thème qui nous est cher, la nature, avec un très beau documentaire qui sera diffusé sur France 3 Alsace après le soir 3, c'est dans la nuit du 20 au 21 mai. Ce documentaire, c'est Un fleuve invisible, un trésor sous la plaine du Rhin. Serge Dumont, c'est vous qui l'avez réalisé. Alors vous êtes enseignant, chercheur, hein. Vous n'êtes pas uniquement cinéaste, plongeur. Non, je fais de l'enseignement à l'Université de Strasbourg et je travaille sur les milieux aquatiques au laboratoire LIVE. Ça veut dire laboratoire Images, Ville, Environnement. Alors, ce documentaire est magnifique d'un point de vue image. J'aimerais savoir, lorsqu'on fait un documentaire sur la nature, est-ce qu'on a un scénario en tête précis ou est-ce qu'on se laisse en fait guider par les images qu'on a collectées et qu'on écrit l'histoire ensuite? Un peu des deux. C'est-à-dire qu'au début, on accumule les histoires, enfin, c'est ça, c'est en promenant, en plongeant au cours des années. Et c'est là qu'on construit un scénario, parce qu'il faut que ça soit articulé, hein, il faut que l'histoire tienne la route. Et une fois qu'on a le scénario, on va remplir ce qui manque. Et ce qui manque, on va le découvrir en images avec un premier extrait de ce superbe documentaire. À l'approche du printemps, les brochets se rassemblent. Leurs cicatrices témoignent d'anciennes attaques de cormorans. Peu à peu, un groupe de mâles se constitue. Quelque chose semble les attirer comme un aimant. L'objet de leur convoitise, une femelle sur le point de pondre. Un mâle s'approche prudemment de l'imposante femelle pour la jauger. Car c'est elle qui décide du moment de la reproduction. Ces prédateurs impitoyables font alors preuve de grande délicatesse. Semblable à un ballet aquatique, la reproduction débute enfin. Alors pour les gens de ma génération, ça rappelle quand même forcément les documentaires du commandant Cousteau qu'on regardait à la télé le dimanche après-midi. Mais là, ce n'est pas dans des pays exotiques à l'autre bout du monde. Ça se passe ici, en Alsace. Oui, et pas très loin non plus d'ici. Alors ça, c'est la reproduction du brochet. C'était pas dans le scénario. C'était une des surprises, justement, parce que filmer la reproduction du brochet dans les phréatiques, pour mettre ça dans le scénario, il faut être gonflé parce que c'est très difficile à faire. Mais justement, c'est la question que je me posais. Lorsqu'on va interviewer quelqu'un, c'est facile, on prend rendez-vous avec. Mais lorsqu'on veut voir un brochet qui a décidé de frayer, on ne peut pas prendre rendez-vous. Combien de temps vous restez dans l'eau et les rushs, ça doit être énorme parce qu'on ne peut pas couper la caméra. Si, on coupe la caméra parce qu'on n'a pas l'autonomie. En fait, j'ai vu ces brochets qui se rassemblaient en faisant d'autres images. Et c'est quand j'ai vu ces brochets se rassembler, j'ai dit, mais oui, ils sont là pour se reproduire. Du coup, après, pour être au bon endroit au bon moment, j'ai plongé tous les jours pendant un mois à peu près. Enfin, j'ai fait 40 plongées, et des fois 2 fois par jour, et en passant le plus de temps possible. L'eau est à 11 degrés, c'est l'eau de la nappe phréatique. On ne peut pas être en combinaison étanche parce qu'il faut être mobile, c'est très peu profond. Donc voilà, et j'ai eu le bonheur de pouvoir filmer dans d'excellentes conditions cette reproduction du brochet. Tout ça pour avoir 1 minute de film au final. Voilà. Et toutes les minutes du film, j'ai dû le dire, toutes les secondes du film représentent un travail énorme. Je vous propose une petite plongée à présent avec le documentaire Le fleuve invisible, un trésor sous la plaine du Rhin. On en voit un extrait et on en parle avec son réalisateur Serge Dumont juste après. La qualité des lieux attire de petites créatures ailées. Les libellules ont besoin d'eau saine pour se reproduire. La plupart d'entre elles s'accouplent à proximité de l'eau. Certaines femelles lâchent leurs œufs en plein vol. D'autres pondent dans la végétation aquatique flottante.
Dans un élégant tandem aérien, un couple d'agrillons porte-coupe cherche un endroit où la femelle pourra pondre ses œufs. Alors cette nappe phréatique, on la connaît, on en parle, mais on ne sait pas vraiment où elle est. Certains pensent que c'est une espèce de lac souterrain dans une grotte sous l'Alsace. D'autres pensent que c'est uniquement là où il y a les gravières. La nappe phréatique, elle s'étend de où à où? La nappe phréatique, elle est sous nos pieds. Là, sur Strasbourg, il y a à peu près 80 à 100 mètres d'eau sous nos pieds. Elle part de Bâle sur 300 km. Ça fait un réservoir qui fait à peu près 250 millions de mètres cubes. Mais c'est de l'eau, comme vous l'avez dit, ce n'est pas un lac. C'est de l'eau qui est infiltrée entre des alluvions. Il y a à peu près, c'est un mélange de sable, de gravier, d'argile, et il y a à peu près 20% d'eau dans ce mélange. Alors, cette eau, on parle souvent de la pollution des océans. On a parlé de l'océan de plastique qui se déplace sur la Terre, enfin sur la Terre, dans les océans plus exactement. Là, la nappe phréatique, est-ce qu'elle aussi, elle est en danger? Est-ce qu'elle aussi, de par vos plongées, vous avez constaté une évolution de cette pollution? Alors, la pollution, elle est surtout chimique, donc elle peut se voir au travers des effets induits. Mais effectivement, cette nappe phréatique, elle est polluée. Elle est polluée par des produits industriels, elle est polluée aussi par l'agroalimentaire. Figurez-vous qu'on trouve des édulcorants dans la nappe phréatique. Elle est polluée aussi par des produits pharmaceutiques, mais la première cause, c'est l'agriculture. Pesticides et azote. Alors souvent, on dit de la nappe phréatique, elle est tellement volumineuse que ce n'est pas un problème, on peut pomper dedans, on a des réserves, mais est-ce que la pollution et l'eau qu'on utilise se trouvent au même endroit ou est-ce qu'on va pomper l'eau plus profondément, là où il y a peut-être moins de pollution? Comment ça se passe? Alors la pollution, elle est un peu diffuse, mais il y a des endroits qui sont plus pollués. Je parlais tout à l'heure de l'azote, donc la norme c'est 50 mg, il y a des endroits où on est à 300. Pour les pesticides aussi, la norme c'est 0,1 microgramme par molécule. Il y a des endroits où on est à 250 fois cette dose-là. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé du brochet donc, qui se reproduisait, que vous étiez dans une eau à 11 degrés qui était peu profonde. Lorsque des agriculteurs vont utiliser par exemple l'eau de la nappe phréatique pour faire de l'irrigation ou de l'arrosage, on va dire, très important, est-ce que ça joue aussi sur le niveau des eaux de ces petites poches d'eau qu'on va retrouver, que ce soit dans le Ride, que ce soit au niveau des gravières? Est-ce que ça peut être dangereux pour ça? Oui, justement, le Ride de Centre-Alsace, c'est un endroit qui est très sensible au pompage. Il y a une étude récente du BRGM qui l'a montré. Il y a un rabattement, ce qu'on appelle un rabattement, c'est quand la nappe baisse. Il y a un rabattement selon les rivières qui a été calculé de 6 cm à 130 cm. Donc c'est énorme. Il y a beaucoup de rivières phréatiques, des rivières qui abritent toute cette vie qu'on voit dans ce film, qui se retrouvent à sec. Et c'est bien sûr, alors ces prélèvements sont importants, on estime à 70 millions de mètres cubes. Pendant l'été, c'est la plus grande consommation. Si on répartit l'irrigation sur 5 mois, si on mesure, c'est 62%. Ça veut dire qu'en résumé, si on ponctionne un tout petit pourcentage, 1% par exemple de la nappe phréatique, le problème c'est que ce 1% correspond à... Il est au-dessus, là où il y a toute la biodiversité, et en fait on met en danger tout l'écosystème. On met en danger l'écosystème, et on parlait de changement climatique. Avec le changement climatique et les périodes sèches beaucoup plus importantes, et on a eu notamment là, en 2015, 2017, 2018 des assecs très importants dans ces rivières. Et donc bien sûr, l'irrigation, mais en plus le réchauffement climatique fait qu'avec ces extrêmes climatiques, fait que justement ces rivières et toute la vie qu'on retrouve dans ces rivières est en danger. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont faire des plongées à l'autre bout du monde. Je ne sais pas si c'est le cas autour de ce Sturm. On voit de plus en plus de personnes qui font aussi des plongées dans les gravières ou au niveau du Ride pour voir les animaux de près. Est-ce que ça, c'est aussi une espèce d'écotourisme qui peut être dangereux à l'avenir pour l'écosystème ? Alors oui, c'est l'écotourisme. Si c'est mal organisé, c'est dangereux. Alors heureusement, il y a quelques sites qui sont très bien aménagés, comme la gravière du Fort à Holzheim, qui accueille 25 000
plongées. Enfin, si je parle en plongée, en plongeur, ça fait un peu moins. 25 000 plongées par an. Mais c'est très organisé. Il y a des pontons. Et on a développé, moi, je me suis attelé à ça il y a 17 ans déjà, une charte pour une plongée responsable, une plongée respectueuse de l'environnement, où on forme les plongeurs. Depuis le 1er janvier 2011, dans les formations des plongeurs, il y a des compétences en environnement. On leur explique, par exemple, qu'il ne faut pas toucher le sol. Et on peut très facilement le faire quand on est en plongée. Et on leur explique aussi les périodes de reproduction des espèces. Donc, voilà. Souvent, pour les enfants, ça les rassure aussi d'être à la verticale et on pose les palmes et on écrase tout ce qui est en dessous de nous sans s'en rendre compte. Oui, mais du coup, on ne voit plus rien. Donc, en tous les cas, on renvoie les téléspectateurs à ce superbe documentaire. C'est vraiment magnifique. Alors, ça passe après Soir 3 dans la nuit du 20 au 21 mai sur France 3 Alsace. Mais il y a le replay pour les enfants et franchement, ça vaut le détour. Allez regarder. Ça se passe juste à côté de chez nous en Alsace et c'est absolument sublime.